Bonjour, bon midi. Bonjour à tout le monde qui est avec nous, en train de manger peut-être sandwich ou spaghetti. Il nous fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Je reçois Linda Fournier, Lydia plutôt. Lydia. Lydia, merci de me corriger, Fournier, qui est avocate avec Le Corps et Associés. Et on discute aujourd'hui de la modernisation du régime. Aide-moi, Lydia. La La modernisation, modernisation du régime SST. c'est ça. Merci. Alors, dans les 15 minutes que nous passerons ensemble aujourd'hui, on va voir sur l'ajout de l'obligation de protéger la santé psychique des employés. On va s'interroger à l'obligation de l'employeur de la protection des travailleurs contre la violence conjugale, familiale et sexuelle. Puis on va aller parler aussi des risques psychosociaux ensemble. Alors, hey Lydia, je te laisse te présenter, puis je te laisse nous lancer ça. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'ajout de l'obligation de protéger la santé psychique de nos employés? Oui, bonjour à tout le monde, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, Annie. Moi, je suis avocate spécialisée en droit du travail patronal depuis 2003 que j'exerce chez Le Corps et Associés. Et on a un beau sujet aujourd'hui, c'est tout frais, la modernisation du régime SST. Je vais vous parler de l'ajout de tout le volet psychologique dans les lois qui viennent protéger la santé et sécurité des travailleurs au Québec. C'est vraiment une nouveauté. Cet aspect-là n'était pas encadré par les lois. Puis quand je parle des lois, je parle principalement de la loi sur la santé et sécurité du travail et la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, c'est clair maintenant que depuis le 6 octobre dernier, c'est à ce moment-là que les dispositions sur le volet psychique sont entrées en vigueur. C'est clair que maintenant, cet aspect-là, il est encadré dans les lois du travail. Ça fait partie du mandat de la CNESST de voir à la protection de la santé psychique des travailleurs. Et aussi, ça fait partie des obligations des employeurs que de s'assurer que ce volet-là est protégé dans le cadre du travail. Donc, concrètement, là, je vais vous donner des exemples concrets de ces modifications-là, de l'application de ces modifications-là. Donc, d'abord, on est venu dire dans l'objet de la loi, puis dans un article qui est fondamental, qui traite les conditions de travail, le droit des conditions de travail pour tous les Québécois. Ça inclut maintenant la protection de la santé et de l'intégrité psychique. Il y a également des dispositions qui ont été modifiées sur le droit de refus. Droit de refus, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Les travailleurs peuvent faire des droits de refus quand ils sont dans des situations où leur santé est en danger. Maintenant, c'est pas juste la santé physique qui est adressée. Un travailleur peut faire un droit de refus s'il estime que sa santé et son intégrité psychique est menacée. On a également prévu dans les programmes de prévention, plan d'action, que ces programmes-là doivent traiter de la protection de la santé psychique. Et dans les obligations générales des travailleurs et des employeurs, il y a toute une série d'obligations qui sont prévues dans la LSST. On vient dire que de façon spécifique, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé psychique des travailleurs. Il y a également... Oui. Est-ce que tu peux nous la définir? C'est quoi qu'on doit comprendre par ça, santé psychique? En fait, la loi ne vient pas donner une définition de santé psychique, tout comme la notion de risques psychosociaux dont on va parler un peu plus tard, c'est pas défini dans la loi. Donc, c'est certain que ces concepts-là vont devoir être interprétés par les tribunaux spécialisés. Il va éventuellement y avoir de la jurisprudence qui va être, qui va ressortir de tout ça, et les tribunaux vont nous proposer en fait des critères, des éléments pour qu'on puisse identifier ça. Mais en fait, c'est très vaste dans la santé psychique, tout ce qui concerne la charge de travail, le soutien social, le soutien des collègues, le soutien des supérieurs. Il y a plusieurs éléments qui doivent être pris en compte. Toute la question également du harcèlement psychologique, qui est déjà adressé par d'autres lois, mais qui fait également partie de ce qu'on peut appeler la santé et l'intégrité psychique des travailleurs. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a même également des modifications au niveau des dispositions pénales prévues dans la loi. Donc, un employeur qui compromet la santé psychique de ses travailleurs ou laisse compromettre la santé psychique pourrait faire l'objet de plaintes pénales. On parle d'amendes qui pourraient lui être imposées. Donc, ça touche plusieurs niveaux. Au niveau de la loi sur les accidents du travail, on sait que les tribunaux reconnaissaient déjà des lésions professionnelles de nature psychologique.
c'était déjà reconnu à travers l'évolution jurisprudentielle. Maintenant, on est venu ajouter une dimension psychique dans la détermination d'un emploi convenable. Donc, un travailleur qui est victime d'une lésion professionnelle, on doit déterminer, la CSST, en fait, doit déterminer s'il est apte à occuper son emploi prélésionnel ou s'il doit plutôt occuper un emploi convenable. Le volet psychique va être pris en compte. Et dans ce qui concerne l'assignation temporaire de travail, vous savez, vous avez des employés qui sont sur la CSST, ils ont eu une lésion professionnelle, vous pouvez les ramener au travail en travaux légers. La dimension psychique va devoir être prise en compte dans le fait qu'une assignation temporaire est adéquate ou pas pour un travailleur. Donc ça résume un petit peu le volet qui est l'intégrité psychique. Hey, Lydia, s'il y avait une chose là, que les employeurs vont possiblement faire plus, peut-être commencer à faire, la première action qu'ils peuvent faire pour protéger la santé psychique de leurs employés. Là. Si vous n'êtes pas là, ça, oubliez-le pas, c'est un must. Là. Première chose qui deviendra en tête. Puis je comprends que ce n'est pas rédigé dans la loi, mais d'intuition, qu'est-ce qui devient? En fait, il y a toutes sortes de choses. Tout ce qui concerne les communications à l'interne, la civilité, la courtoisie entre les employés, c'est évidemment, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, qui viennent clairement causer préjudice et peuvent entraîner une atteinte à l'intégrité psychique des travailleurs. Il faut que vous reteniez aussi que cette dimension-là de protection de la santé psychique s'applique également dans un contexte de télétravail. La loi qui modernise la loi qui modernise le régime SST, vient dire spécifiquement que les conditions de travail et les protections qui sont prévues dans la LSST s'appliquent à un travailleur qui exécute son travail dans un contexte de télétravail. Donc, toute la gestion des communications entre les employés, les communications entre les gestionnaires et les employés, évidemment, ça doit être au cœur des préoccupations des employeurs, tout comme tout le travail qui est déjà fait au niveau du harcèlement psychologique. On sait que c'est déjà traité dans la loi sur les normes du travail. Bien, tout ça, évidemment, la politique, avoir une politique, faire de la formation aux employés, revenir sur l'importance à en faire une valeur organisationnelle, que le respect, la civilité, la courtoisie dans les communications et les relations au travail soit au cœur de vos priorités. Merci. On va peut-être rappeler, c'est l'ISCQ, je crois, qui est défini une certaine, c'est prêté au jeu pour définir une certaine interprétation des risques psychiques. En fait, les risques psychosociaux ont été définis. En fait, il y a eu c'est l'INSPQ, l'Institut national de santé publique au Québec, qui est venu dire que les principaux facteurs psychosociaux sont la charge de travail, l'autonomie décisionnelle, la reconnaissance au travail et le soutien social du supérieur immédiat et des collègues. Évidemment, c'est pas une définition qui est prévue dans la loi, mais ce sont des facteurs qui sont identifiés par l'INSPQ comme étant les facteurs de risque psychosociaux dans un milieu de travail. Merci. Je nous amène sur le sujet de la protection des travailleurs qui sont victimes de violences conjugales, familiales ou sexuelles dans leur travail. Tu vas nous en parler un petit peu. Les gens qui se joignent à nous présentement, nous sommes en train de parler de la modernisation de la loi sur la SST, puis j'ai encore loupé. Du régime SST. On dirait que je n'y arrive pas avec ça. Bon, toujours est-il, nous sommes toujours en discussion sur cet élément-là, puis nous parlons maintenant de la protection contre la violence. Oui, ça, c'est une nouveauté. C'est vraiment complètement nouveau. Maintenant, il est prévu que la protection des victimes de violences conjugales est maintenant une obligation légale pour les employeurs. Donc, c'est complètement nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, c'est que l'employeur doit prendre des mesures concrètes et faire preuve de proactivité pour protéger les victimes de violences conjugales lorsque cette violence-là suit un travailleur dans son milieu de travail. Donc, ça peut se traduire de toutes sortes de formes différentes. Je vous donne quelques exemples. Un travailleur qui se fait harceler par, là, je veux dire un conjoint, là, mais on s'entend que ça peut être un ex-conjoint, un prétendant, n'importe qui. Conjoint. Pour les fins de la discussion, je vais résumer ça à conjoint, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc,
Les manifestations classiques qui peuvent se traduire dans le milieu de travail, c'est un travailleur qui va se faire harceler à coups de appels téléphoniques, messages textes, messages sur sa boîte vocale. On voit aussi un travailleur qui va se faire suivre au travail, un conjoint violent qui va se présenter sur les lieux du travail pour voir ce travailleur-là, un conjoint qui va se présenter à proximité des lieux du travail, donc qui va se retrouver à l'extérieur de l'établissement, qui peut même se présenter au stationnement. Donc, c'est une autre manifestation. Comme autre exemple, je pourrais vous dire des conjoints violents qui vont même communiquer parfois avec les collègues de travail, même avec le supérieur immédiat, donc pour dénigrer ou dénoncer des situations, en fait, tout ça dans une dynamique de contrôle. Donc, ce sont autant d'exemples qui suivent, de violences qui suivent les travailleurs dans le milieu de travail ou à proximité du milieu de travail. Donc, c'est là-dessus que l'employeur a maintenant l'obligation d'agir. Dans la loi sur la santé et sécurité du travail, il n'est pas prévu que l'employeur a l'obligation d'adopter une politique sur la violence conjugale, familiale ou sexuelle au travail. Toutefois, comme bonne pratique, comme meilleure pratique suggérée par la CNESST, on retrouve l'adoption d'une politique. Plusieurs d'entre vous avaient déjà une politique sur le harcèlement psychologique. C'est maintenant une obligation légale d'avoir une politique sur le harcèlement psychologique. Donc, c'est à vous, en fait, de voir le choix des moyens vous appartient. Il est fortement recommandé d'avoir des écrits, que ce soit en mettant à jour votre politique sur le harcèlement psychologique pour y inclure un volet sur la violence conjugale, que ce soit en émettant des communiqués que vous allez transmettre à tous vos employés. Mais l'important, c'est d'agir et de prendre des moyens concrets pour adresser cette situation-là. Donc, comment on agit? Concrètement, ça veut dire quoi pour les employeurs? Être proactif là-dessus. Bien, ça veut dire désigner à l'interne une personne ressource. Personne qui va être responsable d'accueillir les plaintes, donc un employé qui se confie, moi je suis victime de violence conjugale, mon conjoint se présente sur les lieux du travail, il vient m'harceler ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Cette personne-là serait aussi responsable de recueillir des dénonciations de collègues. Parfois, c'est des collègues qui se rendent compte qu'ils ont un autre collègue qui n'a pas l'air de bien aller, qui se présente au travail, qui file pas, qui a des ecchymoses sur le corps, qui tout à coup semble très effacé, participe plus à la vie sociale comme auparavant il le faisait. Ce sont autant d'indices qu'une personne peut être victime de violence conjugale. Donc, c'est important. En visioconférence aussi, parfois, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Ça, c'est vrai, c'est un bon point. Puis on peut être amené à voir dans la résidence de quelqu'un, on peut entendre des choses, on peut voir des choses qu'on voyait peut-être pas au travail. Donc, c'est important de désigner quelqu'un. C'est aussi important de former votre personnel, de former vos gestionnaires et même de former les employés. Et on n'est pas des intervenants en violence conjugale, vous n'êtes pas un thérapeute ou un intervenant communautaire, donc on n'a pas d'emblée ces connaissances-là sur la dynamique de violence conjugale. C'est important de faire affaire avec des ressources professionnelles. Il y a beaucoup de centres qui offrent de l'aide aux femmes victimes de violence conjugale, qui offrent des services de formation. Il y a des psychologues industriels aussi qui offrent des services de formation. Donc, c'est important d'avoir de la formation pour être en mesure de comprendre cette dynamique-là, déceler les symptômes, les signes et aussi comment ça peut se répercuter dans le travail. L'obligation de l'employeur, c'est aussi de protéger ces victimes-là. Et comment on les protège? Bien, c'est en comprenant leur situation et en agissant concrètement. Par exemple, ça peut entraîner de l'absentéisme, ça peut entraîner une baisse de productivité, ça peut entraîner différentes choses, le besoin de s'absenter du travail pour des dates de comparution à la cour, pour une rencontre avec les autorités, la police, les services de police. Donc, ça peut se traduire par l'octroi de congés pour ces personnes-là pour qu'elles puissent obtenir le soutien, le support nécessaire dans leur démarche. Donc, c'est un autre exemple. L'important aussi, c'est d'avoir des ressources externes à jour, un carnet d'adresses, un carnet de numéros de téléphone pour pouvoir communiquer aux employés et afficher ça bien visible.
le communiquer régulièrement s'il y a des gens qui sont victimes de violences conjugales, qu'on puisse leur référer concrètement des ressources à proximité et mettre à jour ces ressources-là. Et Lydia, ça fait 15 minutes. On reste ensemble. S'il y a d'autres choses que tu veux nous partager, s'il y a des gens qui doivent nous quitter, on les laisse aller. On va leur souhaiter un bon dîner. Mais moi, je te garde autre chose que tu aimerais que nous devrions savoir. Je te laisse continuer. En fait, il y a un bout là-dedans qui est évidemment assez confidentiel. Il y a tout l'aspect de la gestion de la confidentialité puis de la vie privée d'une personne victime de violence conjugale. Il y a des mesures au-delà de ce que je viens de nommer qui peuvent être mises de l'avant comme un plan individualisé de sécurité, mais qui nécessitent d'informer souvent des tiers de la situation. Donc, ça prend le consentement de la personne qui est victime de violence conjugale pour faire ça. Il faut faire attention de traiter ces situations-là avec tout le respect de la vie privée puis de la confidentialité qui appartient aux personnes victimes de violences conjugales. Mais lorsqu'on vous autorise, ça peut aller aussi loin que de mettre en place des actions concrètes sur les lieux du travail, comme désigner quelqu'un qui va reconduire la personne à son véhicule le soir pour pas qu'elle se retrouve seule dans le stationnement, sachant que le conjoint violent s'est déjà présenté dans le stationnement ou menace de s'en prendre physiquement à la personne. Ça peut aussi être de s'assurer que toutes les entrées, les portes sont verrouillées et que tous les visiteurs qui peuvent entrer sur les lieux de travail doivent nécessairement passer par une porte sécurisée où il y a une caméra. Donc, il n'est pas rare que dans vos organisations, vous ayez des caméras, des entrées-sorties où il y a des caméras. Il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas un paquet de portes où les gens peuvent rentrer puis sortir. Donc, ça peut être des choses qui sont relativement faciles à mettre en place, mais qui vont nécessiter parfois qu'on communique l'information à d'autres personnes, donc à un tiers, sur les lieux du travail pour que des tiers soient avisés de la situation. Donc, avec l'accord de la personne, on peut mettre en place toutes ces choses-là pour protéger une personne victime de violence conjugale. Hey Lydia, est-ce que la victime elle-même porte une obligation envers son employeur? A-t-elle besoin de dénoncer, de nommer les choses? C'est une très bonne question, Annie. En fait, il n'y a aucune obligation pour un travailleur de dénoncer le fait d'être victime de violence conjugale. On ne peut pas exiger des employés de dénoncer ça. On ne peut pas non plus les mettre dans des situations où on leur demande une réponse affirmative ou négative. Es-tu victime de violence conjugale, oui ou non? On ne peut pas imposer ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est être à l'écoute, être sensibilisé à ça, prendre des mesures on ne peut pas faire l'autruche. Hein? La loi prévoit spécifiquement que s'il est raisonnable pour un employeur de penser que quelqu'un est victime de violence conjugale, l'employeur doit être proactif. Un petit peu comme l'alcoolisme ou la toxicomanie, hein, qui sont des handicaps protégés par les chartes. Donc, on ne peut pas faire l'autruche, mais en même temps, on ne peut pas non plus obliger les employés à nous dénoncer ces situations-là en les confrontant avec des réponses ou des questions où on cherche à obtenir des réponses par oui ou par non. Lydia, il nous reste quelques minutes. Je te cède la parole. Quelques petites choses que tu voudrais nous dire peut-être sur les risques psychosociaux ou peut-être nous parler des formations que tu animes prochainement. Je te cède la parole. Ben, les risques psychosociaux, écoutez, brièvement, en fait, il n'y a pas tant à dire sur les risques psychosociaux. Tantôt, j'ai nommé les risques qui ont été identifiés par l'INSPQ. Ils ne sont pas définis dans la loi. Donc, mais ce que vous devez savoir, c'est que dans les programmes de prévention que vous allez devoir mettre en place, les plans d'action aussi que vous allez devoir mettre en place, donc, il va y avoir l'identification des facteurs psychosociaux qui vont devoir être faits par les personnes qui vont participer à l'élaboration du programme de prévention. Puis, ce qu'on sait, c'est que dorénavant, en fait, éventuellement, de façon progressive, puis ultimement, au plus tard, le 6 octobre 2025, tous les employeurs québécois qui ont 20 travailleurs et plus à leur emploi vont devoir mettre en place un programme de prévention avec un comité de santé-sécurité et il va devoir y avoir un représentant santé-sécurité d'identifier parmi vos travailleurs. Donc, le programme de prévention va devoir s'attarder aux risques psychosociaux. C'est ce que je pourrais dire là-dessus. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations pour vraiment comprendre tous les tenants et aboutissants
de la loi qui vient moderniser le régime SST au Québec. On offre la formation chez Lecor et Associés, donc on a une formation d'une journée sur la loi modernisant le régime SST. Il y a aussi une offre de formation sur toute la question de l'obligation d'accommodement dans le contexte de la modernisation de la loi sur la santé et sécurité du travail et la loi sur les accidents et maladies professionnelles. Ça aussi, ça a été changé. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais il y a beaucoup de modifications qui ont été apportées à l'obligation d'accommodement. Donc, si ça vous intéresse, ça nous fera plaisir de vous voir dans nos formations. Lydia, on te remercie beaucoup. Donc, tu es avocate, tu travailles pour Lecor et Associés. On parlait aujourd'hui de la modernisation du régime de la santé et sécurité au travail. Ah, on l'a eu du coup, là. Ça fait un plaisir de te recevoir. On propose un bon dîner à tout le monde, puis on se refait ça. Il y a plein de choses à dire sur ce sujet-là. Merci. Absolument. Merci de l'invitation. Au revoir. Merci à tous.